Salut à tous, bienvenue dans la Brigade, bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa et aux autres sports dans la région d'Ottawa-Gatineau. Je suis accompagné cette semaine de JP Fortin, Stu Sabourin et un invité récurrent, vous allez probablement le reconnaître, du podcast Dans le sang et auteur de la chanson thème de la Brigade, David Robquin. Messieurs, considérez-vous bienvenue dans la Brigade. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonjour. Et juste un peu de poutine interne avant qu'on continue plus tard, parce que la poutine, c'est un thème récurrent dans la Brigade. On en a tellement parlé, mais je trouvais que ça manquait. Je trouvais que ça faisait un petit bout. Là. Peut-être parce que JP Forg n'est pas là, puis il ne nous parle pas de son fromage de Saint-Albert de façon à tous les épisodes. Donc, j'ai décidé que ça allait être le segment poutine interne avant de commencer. On va vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok, à la Brigade Pod et tous les liens vont être dans la description de l'épisode. Sinon, il y a toujours le labrigadepodcast.ca où vous pouvez nous rejoindre. Aussi, notre sondage est encore en ligne. Dans la description de l'épisode, vous pouvez aller cliquer, prendre 2-3 minutes, répondre ce que vous aimez, ce que vous avez moins, comment vous nous avez connus, qu'est-ce que vous écoutez d'autres comme podcast. Dans le fond, le but, nous, c'est qu'on veut vraiment mieux vous servir. On veut apprendre à vous connaître pour savoir qu'est-ce que vous aimez puis qu'est-ce que vous aimeriez entendre. Donc, on prend les critiques, que ce soit positif ou négatif, puis on n'ira pas cogner chez vous en disant « Comment ça, j'ai un accent de marde? » Non, on fera pas ça. Messieurs, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux qu'un match Ottawa-Montréal pour se mettre non seulement dans un mode saison, on se croirait quasiment dans un match de série? Oui. C'était chaud. Pas beau. C'était Il n'y a rien de mieux, personnellement, pour moi, qu'un match Montréal-Ottawa. Bon, là, c'est pré-saison, fait qu'on va se calmer, là. Quoique le match de mardi soir était très, très chaud. Mais c'est toujours enlevé un match Montréal-Ottawa. Juste les conversations sur Twitter après, là, c'est de toute beauté. Là. Ça, c'est de toute beauté. Les Ouais. commentaires sur les pages de RDS. C'est juste pour ça, là. Moi, je passe ma soirée après ça à me pogner avec du monde de ma famille, des amis, des collègues. Oui, ça- c'est juste ça que je fais. Je me suis couché bien fâché puis bien travaillé. Moi, au contraire, quand j'ai vu que finalement, les partisans du Canadien venaient de découvrir Ridley Gregg, vous êtes un peu en retard, mais j'avais le sourire jusqu'aux lèvres. Je pense que je me suis couché avec ce sourire-là, puis je me suis levé avec ce sourire-là. C'est ça. Ils vont le détester, mais ils vont le détester. Lui puis Brady, ce sera pas beau. Ce qu'ils savent pas encore, c'est que Ridley Gregg, plus tu le détestes, plus lui, ça fait son affaire. Puis plus lui est content. As-tu vu comment il est, non, pas nonchalant, mais il va faire tout ça sur la glace. Il va s'en aller sur le banc, straight face, comme si rien n'était arrivé. C'est Philippe qui me faisait remarquer ça. C'est sa game. C'est pas parce qu'il veut faire exprès. C'est pas parce qu'il a toujours joué au hockey comme ça. Les joueurs du CH couraient après pas mal. Il n'a pas répondu ses actes sur le moment présent. Sur le champ. Ouais. C'est ça. Ouais, ça se peut. Puis écoute, parlant de match hors concours, veut pas à Montréal, c'est sur toutes les tribunes. Évidemment, tout est un problème juste quand ça les touche eux autres. T'sais. Si les autres se blessent dans la Ligue nationale, il n'y a aucun problème. Ouais. Si on touche à leurs joueurs qui ont eu il n'a pas coûté cher. Oui, il peut être un poison dans la chambre, mais c'est correct. C'est un beau petit projet. Avec Patrick Laine, là, les séries, on va faire les séries. Les Canadiens vont faire les séries. Perd Patrick Laine. La saison est complètement gâchée. Il n'y a plus de saison à Montréal. Ça se promène assez vite. Donc là, les matchs hors concours, ça devient un problème. Bon. Plusieurs se posent la question. Plusieurs disent les matchs hors concours, moi, ça ne m'intéresse pas, je les écoute pas. Moi, j'étais le premier à dire ça, puis finalement, je les ai tous écoutés, j'ai tout regardé, puis j'ai quand même trouvé un intérêt parce que je voulais voir les jeunes, parce que je voulais voir un peu tout le monde. Un match contre le Canadien, faut que tu l'écoutes, tu n'as pas le choix. D'après vous, c'est la question qu'on a posée aux auditeurs, la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux, il y en a-tu trop des matchs hors concours? On est à 6, 7, 8, je pense qu'il est entre 6 et 8. Je pense qu'on était à 8. Ce que la Ligue nationale impose, ouais c'est ça. Ce qui cause des problèmes des fois, parce que si on regarde Buffalo, qui, eux, tu as tout le temps 2-3 équipes qui s'en vont en Suède jouer des matchs. Donc, il ne reste plus assez de monde à la maison ou en Amérique pour faire des matchs hors concours. On a besoin de dérogation. C'est compliqué. Donc, est-ce qu'il y en a trop? On vous a posé la question. On va revenir aux réponses qu'on a reçues sur les réseaux sociaux. Sinon, messieurs, David, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a trop de matchs hors concours? Moi, j'irais plus loin que même la saison régulière. Je trouve qu'il y a trop de matchs tout court en LNH. Tu sais, si tu comptes les playoffs, la pré-saison, ceux qui font le championnat du monde, les tournois qualificatifs pour les joueurs européens, t'as presque 100 matchs dans l'année. Donc, c'est normal qu'il y ait des blessures et qu'il y ait
beaucoup de game poche aussi, tu sais, comme tu peux pas livrer 82 matchs à pleine intensité dans une année. Là. Il y a définitivement trop de matchs, comme David l'a dit, autant en pré-saison qu'en saison régulière. Ouais. Puis le risque que tu cours avec ça, c'est justement les blessures. Puis après ça, tu as 82 matchs. Si quelqu'un est blessé pendant 6 mois, tu as 82 matchs parce que ton joueur vedette, quelqu'un d'important, la vedette montante là, à Montréal, Patrick Laine, par exemple, il va manquer 3 mois. Je veux dire, c'est des gros morceaux, là, c'est sarcastique, là, mais si Ottawa avait à perdre quelqu'un comme... Ouais, je sais. Si quelqu'un avait à perdre Brady ou Témier, c'est impardonnable. Il y a je comprends qu'il y a le Craft Hockeyville, puis on s'en va là, puis on s'en va en Europe, puis tout ça. Puis d'un point de vue de la Ligue nationale, puis de revenus, oui, pour eux, ça fait du sens. Mais pour les équipes, pour moi, ça ne fait pas de sens. Et le risque est encore plus gros si je suis le propriétaire d'une équipe, savoir que mes joueurs vont jouer 8 matchs de pré-saison, que s'ils s'en vont jouer aux Olympiques, quant à moi. Je trouve oui, si tu me donnes le choix. Je suis totalement d'accord avec David. Puis comme tu dis, question de revenus. Parce que veux pas, le hockey est un des seuls sports qui dépend probablement à 90% de ses revenus. Je lance un chiffre en l'air, là, vous l'attraperez quand il va retomber. Si tu n'as pas les revenus, merci Stu, si tu n'as pas les revenus des assistances, cette ligue-là n'est pas viable. Contrairement au baseball, il n'y a personne dans les estrades, puis les équipes font de l'argent quand même, même au football, si tu ne mets pas personne dans les estrades, sont dans le positif, peu importe avec les contrats de télévision, les contrats de commandite, tandis que la Ligue nationale, pas le choix, il faut mettre du monde dans les bancs. Puis les matchs hors concours, vraiment, le monde va là, tu sais. Ouais, mais en même temps, comme je sais pas si vous avez remarqué, mais déjà que ce soit à Montréal, à Toronto, qui sont des énormes marchés de hockey, c'était pas plein en pré-saison. Et même en saison régulière, il y a tu sais, je veux dire, le prix des billets est rendu tellement cher que tu serais mieux d'enlever quelques games puis de sell out la place que en ce moment, tu joues avec des arenas qui sont pas pleins. Genre. Ah oui, 100%. Puis j'étais au match de Buffalo contre Ottawa, c'était vide. Est-ce qu'on peut blâmer? On se serait cru en 2021 pendant la COVID. Ben oui. Puis Buffalo a amené un club de Rochester. Ouais. Ottawa n'avait pas personne non plus. Je pense qu'il y avait... Il y avait Pinto, sa glace, qui et était un des Ulmark seuls. Dans les filets, qui a réalisé 27 arrêts. Oui, ça m'a fait du bien, ça, de voir ça. Si je peux faire un petit peu de pont, en fait, je suis tout d'accord avec ce que vous avez dit. Moi aussi, je trouve que ça fait un non-sens qu'il y ait 8 matchs de pré-saison. C'est beaucoup trop long. Puis surtout, il y a un grand écart entre les matchs aussi. Fait que on dirait qu'on perd le beat. Tu sais, les premiers matchs hors concours, on est tout excité parce que le hockey revient, mais après, au bout du 3e, on est déjà écœuré. Puis moi, en tant que premier, j'adore les matchs, le camp d'entraînement parce que ça nous permet de voir des joueurs qu'on voit pas habituellement et tout, mais à un moment donné, il y a une certaine limite. Fait que, moi, à mon sens, ça devrait être 5 matchs maximum. Un match qu'on habille les juniors puis eux autres qui vont se battre à Belleville. Un match que c'est la gang de Belleville. Un autre match que c'est un between NHL Belleville, puis 2 autres matchs avec ton full line-up, puis merci, bonsoir, on recommence. C'est ça. 2 matchs avec le full line-up, t'en as pas besoin de plus. D'ailleurs, c'est ce que Norris et Zoub vont avoir. Ils vont avoir 2 matchs. Puis la raison pourquoi je comprends les matchs hors concours, c'est pour évaluer les jeunes. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais le règlement, il impose des vétérans. Ouais. Moi, j'imposerais des jeunes. C'est ça. Faut que ce soit... Tu sais, non pas des joueurs réguliers, c'est parce que c'est ça le but, c'est de les voir contre d'autres joueurs du même calibre, du même acabit, qui vont... Comment est-ce qu'ils ressortent, tu sais? Puis peut-être que tu peux garder les 3-4 qui ont fait le mieux, puis tu les mets dans les 2 derniers matchs. Puis en tout cas, il y a quelque chose à faire avec ça. Encore là, le problème de revenus va arriver dans... Tu sais, si tu habilles juste des juniors, est-ce que le monde va payer pour... C'est ça. Au CTC pour aller voir ça, non. Ben, c'est ça. Mais rien n'empêche que ces matchs-là. Rends ça accessible. Qui pourraient être à Gatineau. Ces matchs-là pourraient être à Gatineau. Oui, rends ça accessible. Fais ça dans un aréna. Fais ça au centre Slush Poppy. Fais ça dans un aréna de hockey junior. Fais ça dans des places que ça va se remplir. Puis mets ça accessible pour que. Hey, venez voir nos jeunes. 15$, merci, on se fait. Regarde, c'est Los Angeles qui s'en va jouer un match à Québec. Oui. Là, ils ont compris. Qu'est-ce que les billets sont pas tout vendus encore? Puis je les comprends encore. Là. Ouais.
Ah, mais je sais pas si vous avez vu les prix, mais c'est fucking cher. Hein. Ben oui, c'est les prix d'un match de Ligue nationale. C'est ça le problème. Oubliez pas, messieurs, que vous êtes spectateur à ce match-là parce que vous avez payé avec vos impôts. Exactement. Fait que profitez-en de votre match au Centre Vidéotron. Oui. Il venait-tu un hot dog avec ça, quelque chose? Non? Non, mais par contre, on pourrait aller à Utah où est-ce que les hot dogs vont être $2. Ouais, et les bières, je pense qu'une demi-pinte, c'était $6. C'est très intéressant. Donc, tu rentres voir une game du Utah puis tu ressors un gros tas. Pascal, Villeneuve 2024. Merci beaucoup. Je pense qu'on va en reparler dans le warm-up, mais la Ligue nationale est en train de faire l'espèce de rencontre avec tous les gouverneurs, puis il revoit la formule, justement, des matchs hors concours, puis il se demande s'il ne devrait pas mettre juste 4 matchs hors concours, mais rajouter 2 matchs à la saison régulière pour faire 84 matchs. C'est une idée. Fait que c'est peut-être comme ça, finalement, que ça va se finir. Stu, est-ce qu'on a des gens qui nous ont répondu sur les réseaux sociaux? Absolument. Et je veux juste préciser ici que je ne traitais pas Pascal Villeneuve, tout le monde de gros tas, mais bien que c'était sa quote. Et je disais, rentre, signé Pascal Villeneuve. Merci beaucoup. Exact. Avant que je me fasse attaquer, parce qu'on a beaucoup de fans de Pascal sur le podcast. Ma gang grossit là, pour ma bagarre du 12 octobre. Ouais, on est rendu à combien? Je vais être backé. J'ai pas de chiffres, j'ai juste des mensurations. Parce que là, la bataille, ça pourrait être vrai, là, parce que là, ça a brossé la dernière game. C'est clair, c'est clair. C'est plus que réel, là. Ça me prend un chandail de Ridley Gregg, là, je veux dire. Ça me prend ça, il faut que j'arrive avec ça. On en a un que Philippe il a eu à un moment donné pendant un événement où tu peux aller voir un joueur après le warm-up. Là. Il est signé par Brandstrom, mais il n'y a pas de numéro dessus. Fait que peut-être aller faire mettre un petit 71 dessus. Ouais. Moi, j'ai installé de quoi sur le devant de mon auto. Comme ça, après les matchs, là, en tout cas, on s'en parle. C'est bon. Fait que la question de la semaine, c'était est-ce qu'il y a trop de matchs en pré-saison, surtout contre des adversaires de division, et pourquoi? Sur X, autrefois appelé Twitter, on a à 95% de nos auditeurs qui ont répondu que oui. On a Carmine Barrette qui a dit il y a déjà beaucoup d'animosité entre les équipes de même division. Mais on dirait qu'en match pré-saison, les joueurs ont l'air de croire qu'ils peuvent tout faire. Ce qui donne des matchs de goon comme celui des Sénateurs canadiens, trop dangereux pour les joueurs vedettes. Ça, on a discuté, c'est un excellent point. Je suis tout à fait d'accord. Je pense aussi qu'il y a comme une espèce d'animosité entre Ottawa et Montréal depuis les playoffs en 2013, même si c'est plus du tout le même personnel qui est là. C'est encore resté entre les deux logos. On a Jean-François Biagé qui a répondu oui, car il y aura moins de blessures, comme celle de Patrick Laine. Jean-François Biagé, on ne parle pas du Canadien de Montréal sur le podcast La Brigade. Défendu. Et sur Instagram. Juste en négatif. Voilà. Sur Instagram aussi, là, on nous a répondu qu'il y avait trop de matchs, comme la saison régulière aussi. Il y avait trop de matchs qui étaient joués. Good. Fait que, merci à tout le monde de participer. Continuez à répondre en grand nombre, puis on en choisit toujours quelques-uns pour les lire dans l'épisode. Donc là, vous l'avez entendu, vous avez entendu sa voix, vous le connaissez, il est déjà venu nous voir quelques fois. David, Robquin, alias anciennement Feu, the artist formerly known as Squirrel Noir. Ouais. Si Squirrel Noir, ça vous dit quelque chose parce qu'on le met toujours dans les détails de l'épisode où est-ce qu'on dit musique réalisée. Donc, c'est lui qui a composé la musique d'intro puis qu'on fait rejouer à la fin aussi de la brigade. Et tu nous avais parlé déjà que tu avais ton podcast, donc tu es chanteur, musicien, auteur, compositeur, interprète, historien, podcaster, semi, homme orchestre. Il y a plus de titres que Grégory Charles. Ça s'impressionne. Ça s'en vient. J'essaie de le battre, mais il a un peu d'avance. Est-ce que tu fais chanter des chorales à des enfants, non? Non. Non, OK. C'est la prochaine. Les petits cœurs de David. Ça me tente. C'est une bonne réponse. Excellent. Tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un petit partnership qu'on a dit qu'on allait faire parce que tu as déjà ton podcast dans le sang. Puis là, tout le monde, c'est dans le sang, L'. Tu sais, quand on s'achète des bons billets de hockey, on dit qu'on est dans le sang, C-A-N-T. Donc, et non S-A-N-G.
Puis c'est un podcast où tu nous parles, t'amènes un invité ou t'amènes un sujet qui tourne autour des arénas. Tout le monde a un peu un aréna favori dans lequel ils ont des bons souvenirs, puis tu passes ça en revue. Tu peux nous en parler un peu de ton podcast en particulier, là? Ouais, bah c'est ça. Moi, juste avant la pandémie, j'avais toujours eu cette fascination, cette idée de me dire de faire un podcast qui parle des arénas, mais de faire vivre un peu les sentiments, les souvenirs des gens à travers une conversation, et que ça me permettrait de présenter le lieu. Et puis pendant la Covid, ben on n'avait plus accès aux arénas, donc c'était pour moi la façon de retrouver un peu cette âme-là d'être dans les arénas, parce que j'adore ça. C'est vraiment des lieux qui me fascinent. Et l'idée, c'est vraiment de raconter tout ce qu'il y a autour. En fait, ça peut être comme je me souviens que j'avais un invité qui m'avait raconté un road trip. Lui était partisan de Montréal, il avait été voir une game à Boston. Ça s'était pas full bien passé, mais tu sais, toute l'histoire autour de la découverte de la ville et tout ça. Au Boston Garden, probablement? Non, il avait été au TD Garden. Au TD Garden, OK. Mais tu sais, j'avais trouvé ça vraiment fascinant, et puis ça permet de mettre de l'avant des gens ou tu sais, pas forcément des vedettes. Tu sais, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est plus l'histoire qu'il y a autour. Ouais. Parce que veux pas, on a tous une historique avec des arénas, mais toi, David, en France, avais-tu un aréna pas loin? Avais-tu un aréna de quartier? Comment commun c'est dans c'est-tu plus dans le nord de la France? Parce qu'il y a un programme de hockey en France, mais il n'y a pas un aréna à tous les coins de rue. Historiquement, le hockey en France, ça s'est développé dans les Alpes. C'est la zone la plus froide. C'est là, à la base, où l'équipe de France s'entraînait aussi. À Chamonix? À Megève, pas très loin. Mais dis-tu Chamonix ou Chamonix? Chamonix. Grand Prix ou Grand Prix? Grand Prix ou Grand Prix? Mais ouais, moi, il y avait un aréna qui était pas exactement proche de chez moi, et puis pour aller patiner, c'était payant. Tu sais, fallait payer ton... Et il y avait bien évidemment pas de hockey. Il y a une équipe de division 1, donc tu sais, c'est un peu comme au soccer. Les sports en France, c'est pas des franchises, c'est des niveaux d'élite. Donc t'as une ligue d'élite, puis après t'as des ligues qui ça descend. So, nous, on avait une division 1 qui est finalement la deuxième meilleure ligue dans ma région, que je n'ai jamais été voir. Et la première game de hockey que j'ai vue de ma vie, c'est au Centre Canadien Tire, un match préparatoire canadien-sénateur. OK. Ouais. C'est tu tombes parfait sur le thème de l'épisode. C'est ça. Canadon. Cool. Puis là, tu as décidé cette année de d'ajouter ça, si on veut, à ton contenu sur tes médias sociaux. Je ne sais pas si ça va faire partie de tes podcasts, mais tu as décidé de faire des capsules un peu plus historiques, entourant le hockey, entourant les sénateurs, entourant toutes sortes de sujets qui t'intéressent autour du hockey. Puis nous, on trouvait ça intéressant parce que c'est encore une fois du contenu en français, c'est du contenu autour du hockey, autour des sénateurs. Donc, c'était un match parfait. Je sais qu'avec JP Fogg, vous avez discuté, vous avez mijoté tout ça. Donc, à quoi on peut s'attendre, là? Quel genre de contenu qu'on va avoir? Bah, l'idée, c'était un peu de reprendre... vous savez, l'année dernière, on en avait parlé pendant l'épisode, la fameuse vidéo de la capsule sur les chandails. Oui. C'était un peu de reprendre cette idée-là. Les chandails blancs versus les chandails visiteurs versus maison. Exactement. Oui. OK. Et d'aller chercher un peu ces fun facts historiques. Bon, là, ça se voit pas trop, mais en fait, je lis vraiment beaucoup sur le hockey et puis sur le sport en général. Et je me dis, crime, des fois, ce serait intéressant de partager ça, parce que, tu sais, quand j'en parle avec, par exemple, ma belle famille qui est fan de hockey, je leur apprends des choses, tu sais, puis ils sont comme... Crime, le petit français. Hey, le français! Des affaires, Tu viendras pas m'en parler du hockey. Et tu sais, à force de lire, je me dis, mais il y a tellement des fun facts. Je sais qu'on a déjà eu des débats sur le groupe des fans des sénateurs, par exemple, par rapport à la Coupe Stanley, comment elle se gagne. Et en fait, j'aime ça comme un peu rétablir la vérité historique. Donc, tu sais, j'essaie de me documenter le plus possible. Et je me suis dit, ce serait vraiment intéressant moi, mon but, c'est d'en faire comme 5-6 dans l'année, dans la saison. Et je me suis dit, ce serait nice de collaborer avec la brigade quand ça peut toucher aux sénateurs de près ou de loin. Tu sais, par exemple, on s'est dit une histoire d'un aréna. Par exemple, cette semaine, les sénateurs vont jouer à tel endroit. Qu'est-ce qu'on peut raconter de cet endroit-là? Là, la première capsule, dans le fond, qui va sortir de ce partenariat-là, c'est la saison qui reprend. Et la première saison de la NHL, c'était en 1917. Quelles étaient les équipes originales de la NHL, tu sais, parce qu'on a souvent cette image de Chicago, Détroit, Boston, mais ce ne sont pas vraiment les équipes originales de la NHL.
Non, puis ils se sont mérités ce titre-là, puis c'est comme écrit. Si tu parles à n'importe quel fan de hockey, il va dire « Oh, oui, les 6 premières équipes, c'était un tel. » Puis, ben là, c'est ça. On va pouvoir dire « Non, il y a un Français une fois qui m'a dit. » Il m'a dit que t'es dans le champ. Puis il y avait un Français de Chamonix, OK, qui m'a dit... Dans les Alpes, qui m'a conté une histoire... Mais c'est parfait, écoute, c'est vraiment parfait, ça va être vraiment intéressant. Donc, c'était un match parfait. Tu es déjà un collaborateur avec nous, tu es déjà venu avec nous plusieurs fois, donc ça va nous faire plaisir de partager ça, puis en même temps de faire connaître ton podcast, puis toi, tiens, on va se rediriger du monde, puis c'est bien correct. Ça. Veux pas, à chaque fois qu'on parle de la communauté francophone, que ce soit des sénateurs de sport de la région, parce que tu as habité dans la région longtemps, ben contrairement aux stations de radio où c'est la compétition entre chacun, puis personne ne veut se parler, puis tu peux même pas dire le nom d'une station. Quand tu es à une autre station, ce que j'aime de la communauté des podcasts, c'est que au contraire, on s'invite, on travaille ensemble, on fait des collaborations, puis c'est pour le bien de qui? Pour le bien de la communauté. Exact. Au bout du compte, tu sais. Absolument. Donc, super, vraiment intéressant. Donc, on va vous jouer ça dans l'épisode et ça va être disponible aussi sur nos réseaux sociaux que j'ai parlé. C'est ça, on va partager ça, je pense, à partir de lundi. Oui. On va co-poster ça sur Instagram. Oui, parce qu'il va y avoir aussi une version... Nous, on va avoir la version audio, mais il va y avoir une version visuelle aussi avec les images puis avec tout ça. Là. Donc, des médias comme Instagram, Twitter, TikTok. C'est ça. Ça va être parfait pour ça. Cool. Ouais, ben, les boys, malgré qu'on est déjà pas mal dans le match, on va y aller avec le warm-up. On est rendu à 3e période, mais on ne s'est pas encore beaucoup réchauffé. JP Fortin, comme hier, les sénateurs. Ouais, c'est ça. On a commencé en 2e période et demie. Est-ce que tu veux y aller, Fortin, avec le warm-up? Ben oui, on va faire ça. Moi, les boys. Ouais. L'épopée. Nicolas Koulémine est maintenant terminée. Vous ne verrez pas dans mon background un chandail de Koulémine, messieurs, malheureusement. Et on en est tous très déçus. Il a été libéré de son PTO et retourné en Russie. Il est-tu retourné en Russie? Ben, probablement, mais parce que je pense qu'il était déjà revenu en Amérique. Pour le fun. Ben, parce que son garçon, il joue à Toronto au hockey. C'est ça. Je pense qu'il est resté ici. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il est revenu à Toronto, il a parlé à Stéos, il a parlé à tout le monde, puis on dit « Hey, on a besoin ». C'était peut-être une façon de fuir le pays, hein. Ah, peut-être. Peut-être aussi. Peut-être. Soyez à l'écoute lundi dans le podcast de David, on va vous la rendre. Michael Andlauer rachète les parts de M. George Armoyan, qui était le 2e plus gros investisseur de l'équipe. Oui. On est au lendemain de la victoire contre le Canadien, la victoire qui a fait fait fonctionner les réseaux sociaux. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Il y a des joueurs qui ont subi le coup près dans la formation des Sens, qui sont retournés au camp à Belleville. Josh Norris et Artem Zub vont avoir vu du hockey d'ici le camp d'entraînement, donc ils ont été de retour au jeu. Selon nos sources, et ça c'était la grosse inquiétude pour plusieurs, selon nos sources, selon nos informateurs, Chabot, Brady et Timmy seront de l'alignement partante le 10 octobre, à moins d'une catastrophe d'ici les derniers matchs, mais ils vont être là. Pascal, tu l'as fait mention tantôt, les gouverneurs de la Ligue nationale discutent sur la possibilité de raccourcir les matchs au concours à 4 et d'ajouter 2 matchs de la saison régulière pour passer à 84. Pas de discussion au niveau de les équipes d'expansion. Oui. Et ils considèrent... Désolé, gens de Québec. Oui, malheureusement. Et ils considèrent permettre aux joueurs de la Ligue nationale de participer aux Jeux olympiques d'hiver de 2026. Au niveau de la PWHL, quand le camp d'entraînement est prévu pour le 12 novembre, je manquais de dire octobre, mais c'est le 12 novembre, ouais. L'équipe d'Ottawa a participé à 2 mini-camps qui se tiendront à Montréal et à Toronto, avec avec l'équipe de Boston aussi. 3 matchs hors concours vont avoir lieu durant ce mini-camp à 8 clos. Les alignements finaux pour le camp devront être soumis pour le 10 octobre. Un max de 32 joueuses est admis et les alignements complets devront être finalisés pour le 27 novembre. Voilà, messieurs, le warm-up. Excellent. Hey, finalement, Michael Andlauer, il n'a pas regretté son achat.
de ce qu'on peut comprendre. Il a Non. même décidé qu'il en voulait plus. Là, vous allez me dire, Michael, il y a de l'argent en maudit. Hein? Ça Il y en a plus que moi, ça je peux te le confirmer. Hey, là, achète un terrain sur les plaines de Breton, achète les ports de l'autre, ça coule à flot. Oui. C'est un homme d'affaires qui a eu du succès. Disons ça comme ça. Ça fait différent. Puis, est-ce que c'était... Parce que ça, George R. Moyen, c'était comme une compagnie de finances. Est-ce que c'était un partenaire pour l'aider, justement, le temps de réussir à amasser tout l'argent? Ouais. Il y avait déjà une entente comme quoi, écoute, quand t'es correct, tu me rachètes mes parts, puis je suis parti. J'ai l'impression que oui, parce que j'ai l'impression que c'est plus comme un groupe qu'une personne. Oui, puis c'est la ça. nouvelle est juste en passant à Michael Bauer, il vient d'acheter 12,5% de plus des. Bon, c'est ça. OK. Nous autres, on est surpris, mais c'est sorti comme. Fait que j'ai l'impression que c'était justement, comme tu dis, peut-être un groupe justement pour lui donner plus de pouvoir d'achat pour avoir l'équipe. Puis c'était déjà probablement une entente qui était préévaluée entre les deux. Non, ben tant mieux, parce que, tu sais, à date, ça ne change pas son niveau, l'aspect décisionnel, dans le sens où c'était déjà lui qui était majoritaire, mais tant que ce soit quelqu'un, aucun problème que ce soit lui. Il faut que ce soit lui le plus possible. Parce qu'on l'aime tous. Exact. Puis, là, parce que là, c'est les sœurs Melnick qui ont 10%, et c'est Jeff York de Farm Boy et la famille Malhotra, qui sont des bâtisseurs de maisons là, dans la région. C'est le partenaire parfait pour qu'est-ce qu'ils vont avoir à développer sur les plaines de Breton. Donc, c'est un bon montage financier, je pense. Puis, un propriétaire tellement le fun. Il était là au centre Slush Poppy, il est partout. Il s'adresse en français. Donc, très, très bonne décision. Sinon, aviez-vous d'autres choses? On parle-tu du match contre le Canadien? On n'a pas le choix, là. Moi, j'aimerais parler... On rentre-tu là-dedans? Je sais plus si j'ai envie de parler de la violence qui s'est donnée, mais plutôt de deux joueurs, pour moi, il y en a un qui me sécurise beaucoup, puis il y en a un autre qui me surprend, puis on avait parlé au premier épisode, je pense que c'est toi, JP, qui en avait parlé, puis qui avait dit qu'il pourrait faire partie de l'alignement de départ. Des possibilités. Monsieur Yakemchuk, c'est quelque chose, qui m'impressionné à chaque match qu'il joue. Là, je vais revenir tantôt sur Linus Ullmark, parce qu'il est tout simplement sensationnel. Mais Monsieur Yakemchuk qui ne donne pas le choix à l'équipe de continuer à le faire jouer. Travis Green, il a dit que ceux qui sont encore ici, c'est parce qu'ils le méritent. C'est pas parce qu'on donne des freebies. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce qu'il joue avec sa première paire défensive, sur le power play. Je m'attends pas à ce qu'il soit capable de tirer comme ça, contrôler le jeu comme ça, patiner avec la tête levée. Hier, je sais qu'il a créé un revirement, mais quand tu regardes le jeu comme il faut, ça l'a frappé l'arbitre. Donc, c'est pas vraiment un revirement de situation. C'est plus que l'arbitre qui doit avoir une douleur au genou absolument affreuse aujourd'hui. Pour moi, c'est ma surprise. C'est ma surprise du camp d'entraînement puis des matchs pré-saison. Je pensais que ça allait être Nicolas Koulémine, mais finalement, ce n'était pas lui. C'est vraiment M. Yakemchuk. Fait que j'aimerais ça savoir ce que vous en pensez, parce que moi, je suis à il est en train de faire un peu ce que Jake Sanderson a fait, mais Jake Sanderson avait 2 ans de plus vieux. Oui. Il avait 20 ans quand il est arrivé avec les Sénateurs. Lui, il a 18. Oui. Ah, puis il est impressionnant, un magnifique coup de patin, alors qu'on nous disait que c'était pas forcément sa force à la base. Effectivement. J'ai trouvé vraiment son patin impressionnant, la puissance qu'il a. Après, c'est ça, on en parlait un peu hier sur notre conversation, c'est toujours plus long l'aspect défensif, mais ce qui est positif, c'est qu'il a déjà une vision de jeu offensif parfaite, donc il faudrait juste qu'il travaille sur la défense. Là, je regardais ses stats, justement, ses 2 buts, 3 passes, et puis un plus-moins neutre à 0. Donc, ça prouve bien qu'il faut qu'il travaille sur la défense, mais que l'attaque, ça va bien. Ouais, puis tu me diras, David, si je me trompe, mais je pense que c'est le 5e meilleur pointeur de la pré-saison. Je sais pas si je vais dire ça tout de suite, mais oui, c'est dans le top. Il est dans les tops, puis honnêtement, défensivement, je trouve que son intellect ressort beaucoup parce qu'il s'adapte très rapidement à différents scénarios, puis quand il va créer un revirement ou quoi que ce soit, la prochaine fois, ça peut être la même chose. Puis je trouve qu'il s'adapte bien aussi aux joueurs adverses. Je trouve qu'il est très, très, très cérébral. Et c'est un droitier. On en a-tu besoin d'Ottawa, ça? Ouf. Mais à court terme, à très court terme, force l'organisation à le conserver, du moins pour les 9 premiers matchs de la saison. 100%. Sans que son contrat soit écoulé sa première année. Ouais. L'enjeu,
ça va être après ces 9 matchs-là. Est-ce qu'on porte à réflexion de dire on le descend dans le junior, va brûler la ligue là-bas? Parce que là, une saison de 82 matchs, c'est long. Ouais. Peut-être il que te fera pas. C'est ça. C'est ma crainte. Mais peut-être qu'on se trompe puis qu'il va performer 82 matchs puis il va rouler tempête. On dirait que c'est rien que ça qu'on attend. On attend qu'il se plante. On espère qu'il va se planter. Ça va faciliter tellement le travail à tout le monde. Ah, c'est ça. Parce que moi, je suis d'avis... Moi, amener un joueur trop vite, ça m'a toujours fait peur. Écoute, j'étais un des seuls qui disait que Tim Stutzla aurait dû aller dans la Ligue américaine, puis tout le monde, personne n'était d'accord avec moi. Ça me dérange pas. Prenez ça, puis allez au bureau de poste avec ça. Pas ce que vous allez faire au bureau de poste, mais allez-y pareil. Puis, dans son cas, tu sais, il y a déjà la grandeur, il y a déjà la grosseur, il y a déjà le côté physique. Tu sais, des fois, on attend que les gars aient leur man strength, qu'on appelle, tu sais, qu'ils deviennent un homme. Ouais. Il est déjà pas mal un homme. Ouais. Il est en train un peu de briser ma façon de penser. Il a l'air d'avoir une game shape aussi. Il joue du 20-22 minutes par match. Il n'est pas à 15 minutes puis tu le vois être flat-foot sur la glace. Donc, tu sais, si ça continue comme ça, garanti qu'il va commencer. Il va commencer la saison à Ottawa. Ça va être une grosse décision. Mais je pense que 7, 8, 9 matchs, on va avoir une bonne idée. On va avoir une bonne idée quand même. Je pense que le scénario idéal, c'est qu'il joue jusqu'à son 9e match avec l'organisation. Que tu le retournes dans la WHL. Qu'il se fasse échanger dans une équipe qui est vraiment comme une équipe qui va être haut dans le classement parce que l'équipe pour laquelle il jouait la saison dernière n'était pas extraordinaire, si je ne m'abuse. C'était pas facile. Non. Fait que dans un scénario idéal, c'est ça. Un scénario idéal, il était dans une nouvelle équipe plus forte. Et après ça, il revient en décembre à Ottawa, jouer pour l'équipe Canada Junior. Et il brûle le tournoi. Ouais. Oh, est-ce que ça pourrait être le deuxième défenseur MVP du tournoi junior? Après M. Thomas Chabot, si je ne m'abuse. Après M. Thomas Chabot, le seul et l'unique. Ça serait pas impossible. Hein? Ça serait pas impossible. Je le trouve extraordinaire. C'est juste, je pense que si on le fait jouer toute la saison à Ottawa, on va le brûler parce que jouer 82 matchs contre des hommes à l'âge de 18-19 ans, moi, je suis désolé, mais à 19 ans, je joue au hockey 2 fois semaine, puis je joue aux jeux vidéo, puis je suis épuisé le reste de la semaine. Là, fait que, puis là, il y a un gars qui se blesse. Hop, là, il tombe sur la deuxième ligne de défenseur. Hop, un soir, il y a un autre blessé pendant la game. Là, il tombe sur... C'est beaucoup demandé à un jeune. Puis l'affaire, c'est que Yakemchuk, là, puis il ne fait pas venir jouer à Ottawa les 9 premiers matchs pour qu'il joue sa 3e paire défensive ou qu'il joue un match sur 2 à la place de JBD. Là, top 4. Top 4. Ah, vous le voyez top 4 en plus? Ben, tu vas le faire jouer avec Levin? Avec Levin, non. Ben, tu le fais prendre la place à qui? Moi, je mets Jensen à 3. Tu lui donnes la place qu'il mérite. Oui, Jensen, d'accord. Ouais. Jensen, à date, qu'à l'entraînement, peut-être que c'est son nouvel environnement, mais... Écoute, je vais laisser on peut dire la même chose de Claude Giroux, tu sais. Mais dans là, le sens où il n'y a pas un vétéran qui est ressorti. Là, vous êtes conscient que si Yakemchuk commence la saison à Ottawa, le roster pour débuter la saison, c'est 8 défenseurs. Parce que JBD, si vous le rétrogradez, il passe au balotage. Oui, mais il a déjà passé au balotage 2 fois. Mais fait que je pense que les sénateurs n'ont pas... Je pense qu'ils n'ont pas de crainte à le renvoyer au balotage parce que je pense pas que c'est vraiment grave. Ce que je trouve dommage, moi, dans tout ça, c'est que ça vient pas résoudre un problème qu'on a depuis tant d'années, notre défensive, tu sais. Non. Ce serait de se faire un bonbon, mais le problème, c'est que en ce moment, la défensive a besoin de quelqu'un qui assoit la défense à droite parce qu'à gauche, on est équipé. Là. Ouais. Ben, comme tu dis... À gauche, c'est pas Klondike non plus. Là. T'as Sanderson. Ouais. Chabot peut être meilleur comme du pire. Puis Cleven, à date, moi, j'ai beaucoup de questionnements. Oui, parce que il m'a pas convaincu. Il est là quasiment par défaut. Là. C'est ça. Plus que parce qu'il le mérite. Cleven? Ouais. Rien fait d'exceptionnel. Là. Je pense que s'il faisait pas CC4, CC5, il y aurait pas le... Ah oui, parce qu'il est costaud. Là. Il est très costaud. Vraiment, c'est un grand gaillard. Là, mais je pense que le point que David amène, c'est que c'est pas normal qu'on a un enfant de 18 ans qui va venir sauver notre défensive. C'est pas normal. Oui. C'est pas normal. La dernière fois qu'il s'est arrivé, il s'appelait Eric Carlson, puis c'était un des meilleurs défenseurs de notre génération, un des plus grands de l'histoire. Ça n'arrive pas aux 10 ans, là, un joueur comme ça. Fait que je pense que ça
c'est super impressionnant. C'est une très belle histoire qu'on a à suivre. Tout le monde encourage ça. Tout le monde est super content, mais ça prouve à quel point on a besoin d'aide à la défensive. Là. Ça, c'est vraiment... Oui. Fait que d'après moi, non, il va se passer encore des choses pendant la saison. C'est que Steve Staios a travaillé fort cet été, à la date limite des transactions l'année passée. Est-ce qu'il travaille encore d'autres choses? Parce que définitivement, dans la relève, ce qu'on a, c'est des gars pour venir boucher des trous. On n'a pas personne, à part Yakimchuk, qu'on dit c'est un top 4 futur. On n'a pas d'autre. Il va peut-être avoir quelqu'un au balotage. Oui. Il y a tout un des gars surprise un peu. Harmonic, à date, d'après moi, ça risque d'être sa meilleure année depuis un bout de temps. Je parle entre Clevin, JBD et Harmonic. C'est Harmonic, je trouve, qui me sécurise le plus. Ouais. S'il peut juste arrêter de toujours vouloir shooter la maudite puck sur le net aussitôt qu'il y a voix. En fait, s'il pouvait la shooter sur le net, ça serait le fun. C'est parce qu'il attire au moins 5 pieds au-dessus du filet. Il se pose même pas la question, j'ai-tu une option de passe? Non. Jamais. Non, c'est toujours. C'est un knuckleball 5 pieds au-dessus du filet. C'est incroyable. C'est immanquable. Mais ça vient du fait que début de saison dernière, il en a mis 2-3 et s'est dit, mon slap shot, c'est le meilleur de la ligue. Ouais. Et il a bogué sur ça toute la saison. C'était un genre de slap shot à la Nikita Zaitsev, là, qui est sur un pied, il regarde pas, il tire, puis ça touche le crossbar, puis ça rentre. C'est pas une recette gagnante. Non. Les enfants qui nous écoutent, là, qui veulent faire le national, là, faites pas ça. C'est pas comme ça. Non. On a commencé ça en parlant de la game d'hier. Je ne sais pas s'il y a tant de choses que ça à dire. On a vu, ça s'est tellement discuté. 2 mises en échec, une de Ridley Gregg, une de Jack Eye. 2 mises en échec semblables dans le sens où c'était de l'interférence dans les deux cas. Là où c'est pas il y a exactement un problème, semblable, je suis pas d'accord. Dans le sens où c'est une mise en échec tard qui ont créé l'interférence. Il y en a un la différence, mise en échec tard, il y en a un qui essaie de faire mal. C'est ça la différence. C'est là où je voulais en venir. Il y en a un où la différence, c'est l'intention. L'intention derrière le geste. Je crois que l'intention de Greg, c'était de créer de l'interférence. L'intention de Jack Eye, c'était de démolir Tim Stutzle. Puis c'est ça que les partisans du Canadien semblent plus ou moins comprendre, ou le comprennent et l'excusent même en disant « Vous en êtes pris un de nos bons joueurs, on va démolir un de vos bons joueurs. » Malheureusement, c'est surtout ça que j'ai. Moi, je vais faire l'avocat du diable un peu. Dans les deux cas, c'est 2 mises en échec qui n'avaient pas lieu d'être. Greg n'a aucune raison d'aller frapper Kirby Dach dans cette situation-là. Dach n'est même pas une menace. Dach n'a même plus le puck. La passe vient d'être faite. Dach ne vaut pas arriver. C'est un blindside. Donc, puis je pense qu'il y a un petit peu une responsabilité des arbitres aussi. Si les arbitres auraient donné minimum un 4 minutes ou un 5 minutes sur la situation, je pense que ça aurait calmé bien des choses. Là, ils sont allés en contestation. Ils ont review. Ils ont donné un 2 minutes finalement. Fait que là, ils ont mis le feu. Ils ont mis l'huile sur le feu. Puis après ça, ça a parti en vrille. Puis après ça, on connaît la suite avec Jabba Jack-Eye. Dans les faits, si on regarde la vidéo, effectivement, le bâton touche le nez à ce studio-là. C'est ce que le monde de Montréal se défend en disant que c'est le bâton de ce studio-là qui s'est blessé lui-même. Mais tu regardes la vidéo 1001 fois de l'autre angle. La coupure, c'est une chose, là. Ouais, c'est ça. Le gars, c'est une chose pas tout seul. C'est deux choses différentes. Mais personne qui a dit « Hey, my God, t'es mis saigne du nez. » Non, personne... Ce qui nous a fait peur, c'était plus le whiplash de la tête. Il est tombé par terre, mais ça a l'air qu'encore une fois, c'est normal. Il a faké. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, JP, puis justement, ça anime un vieux débat sur les bagarres, etc. OK. C'est bien souvent un problème d'arbitrage. Puis je suis très partisan des sénateurs, mais je pense qu'effectivement, la sanction à Greg est très gentille, compte tenu du fait que tu regardes que tu as un joueur qui est dans une position de vulnérabilité, etc. Et les arbitres auraient dû prendre leur responsabilité à ce moment-là pour calmer le match. Là, ils l'ont juste envenimé. Ouais. Puis là, c'est la comédie de... Puis par défaut, ils donnent un 5 minutes, parce qu'en donnant un 5 minutes, ça leur donne le droit d'aller voir leur iPad, de regarder la séquence, puis de réduire la sanction. Et devrait y avoir... ça drôle un peu. Il devrait y avoir quelque chose un peu comme au soccer où maintenant les arbitres, ils ont des cotes, puis à chaque fois qu'ils vont se référer à la vidéo, leur cote baisse. Donc tu sais, tu prends ta décision initiale, puis
tu l'assumes, là. Et tu vas avoir la vidéo, ça peut te faire baisser ta cote, puis du coup, tu t'arbitres des matchs moins bien ou t'es moins bien payé à dans know, là. Ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir des nouveaux arbitres à chaque match parce que leur cote va être à 0 après 2 périodes, là. Non, mais j'aime ça que les arbitres soient évalués, tu sais, par autre chose. Non, mais hier, ils auraient dû suivre leur instinct, là. Tu mets le 5 minutes, puis that's it. Comme ça se serait compris, là. Parce qu'après ça, ce qui arrive, c'est que si tu punis pas le joueur, le coup de Ridley Gregg, tout le monde est d'accord, c'est un cheap shot. Là. Okay? C'était pas un joueur de hockey, ça n'a pas rapport, il n'y a plus la rondelle Kirby Dach. Oui, il n'est pas dangereux. Oui, il est très dangereux. L'intention n'était pas d'y arracher la tête. L'intention n'était pas d'y arracher la tête. Je suis convaincu de ça. Exactement. Il n'est plus dangereux, il n'y a plus la rondelle. Il n'est pas dans sa tête, là, mais... Oui. Kirby Dach, c'est même pas une menace en soi. Là. Son plus grand nombre de points en carrière, c'est 38 points. Okay? Je pense que Brian McGrattan a déjà une saison de 22 points. Ça pour dire que c'est l'intention... C'est l'intention derrière le geste d'Arbor Xhekaj, qui n'est malheureusement pas la première fois qu'on le voit faire la veille. C'était le match d'avant. Le match d'avant, oui. Et c'est là que je comprends pas comment les partisans d'une équipe peuvent regarder ça puis dire, ben nous, on va aller chercher une rétribution parce que nos joueurs se font blesser. Alors que malheureusement, là, en passant, la blessure à Patrik Laine, là, que c'est leur nouveau Messi, là, moi, dans mes yeux, à moi, c'était un accident. Quelque chose de malheureux qui s'est produit. Puis le hockey, dans la vie, c'est pas... si je me fais attaquer, je vais aller chercher la revanche. C'est quoi le rapport? C'est même pas sur le même joueur, anyway. Je comprends pas. Fait après ça, moi, ce que j'ai pas de problème, c'est Kirby Dach qui s'en va se battre contre Ridley Gregg. Ça, c'était parfait. Aucun problème avec ça. Il a choisi son moment. Hein? 100%, parce qu'il est allé pendant que Ridley Gregg venait d'avoir un chiffre d'1 minute 30 secondes. 1 minute et demie qui était sur la glace, l'autre embarque frais puis il saute dessus. Ça. Exactement. Correct, là. On parle de cheap shot, là. Puis c'est rare que je suis d'accord avec Georges Larac. Souvent, je suis pas d'accord avec lui. Dis pas, par exemple. Moi non plus, c'est un végétarien. Ça reste entre nous autres, on n'en parle pas. Tu sais, il dit, écoute, dans le cas de la mise en échec sur Tim Stützle, Brady Tkachuk a sauté tout de suite. Sur Xhekaj pour régler son cas. Tandis que sur Kirby Dach, personne n'a bougé. Tout à fait. Si quelqu'un saute sur Greg a besoin de se battre là tout de suite, probablement que c'est fini. C'est réglé. Puis Xhekaj n'a pas besoin de Xhekaj qui à quelque part, là, à un moment donné, calmez-vous. C'est comme si que c'était un défenseur top 4 de la Ligue nationale. Il est un problème pour l'équipe à cause de ce qu'il fait. Puis à cause de son geste. On a compté combien de buts? On a marqué 3 buts. Puis un autre powerplay pas longtemps après, 4 buts. Moi, j'ai écouté l'antichambre après. Là. Il a coulé son équipe. J'ai écouté l'antichambre après. Là, j'ai dit, je vais avoir du punch pour me gonfler, pour aller me coucher. Là, pour te coucher de bonne humeur. Il rentre dans la chambre. Non, j'étais déconnecté. Là, à 11h30, quand j'allais me coucher, j'ai fait, tu m'as pété un câble. Mais j'ai écouté l'antichambre, OK? Il y avait Norman Flynn, il y avait Gaston Terrien, puis t'avais Benoît Brunet. Dans les faits, tout le monde était pour dire que Xhekaj avait raison de faire ça pour assumer son rôle de policier. Ben oui, c'est sa job à lui. Et de faire passer un message. On s'est fait attaquer, répliquons avec une attaque. Mais là, moi, je me disais, des journalistes de métier, okay? Il y a des jeunes qui écoutent votre émission. Et là, vous dites tout haut, dans un contexte qu'on essaie d'enrayer les coups à la tête. Et là, vous lancez comme message aux jeunes qui vous écoutent, allez-y les jeunes, c'est normal d'aller vous venger parce qu'un de vos chums s'est fait blesser, puis allez-y, attaquez la tête de tout le monde, puis il n'y aura pas de problème. Mais dans une perspective que si un autre joueur de la Ligue nationale, un défenseur, par exemple, des Flyers de Philadelphie, aurait blind check à Artemi Panarin au centre d'Atlas, à l'antichambre, le soir même, aurait crié scandale, il faut enrayer ça, il faut que la Ligue mette ses culottes. Par contre, Arbor Xhekaj, tout lui est dû, tout est correct, c'est son rôle, c'est une police. Le point que David a amené tantôt, c'est que si l'arbitre fait sa job puis on regarde les 5 minutes, probablement que c'est réglé. Greg, quand il sort du banc de punition, il se bat avec Kirby Dach, Kirby Dach, merci. Puis c'est fini. En passant, Kirby Dach doit se trouver un nouveau barbier parce que sa coupe de cheveux, ça fonctionne pas. Le point que t'amènes... Il est mieux avec son casque. Le point que t'amènes, JP Fortin, est extrêmement important parce que l'année dernière, quand Ridley Gregg encore, il a fait son slap shot dans un filet désert contre Toronto, puis Morgan Riley l'a attaqué à la tête. Sportsnet, puis tous les médias de Toronto disaient un peu la même chose. Et moi, ce que ça fait, c'est exactement comme Fortin a dit,
ça l'incite à la violence quand quelque chose non fait nécessaire, ton affaire. tu sais. Ouais. C'est inacceptable. Parce que c'est déjà un sport violent. Des mises en échec, c'est violent. Les contacts, c'est violent. Ouais. Puis on n'a pas de problème avec ce type de violence-là. Sinon, ça fait partie du sport. Ça fait partie du sport. Faut qu'on t'en regarde mais ça, c'est non nécessaire. Puis c'est l'ancienne mentalité de hockey. Ouais. Puis les Canadiens ont tellement des... S'il y a une chose qu'ils ont, c'est un bassin de jeunes bons défenseurs. Puis là, ils enlèvent un de ces joueurs-là pour mettre Arbor Xhekaj pour quoi? Puis un coup qu'il a fait ça, là, il est sorti pour le reste de la game. Il n'est plus là. Il fait peur à qui, là? Et puis, il leur fait perdre la game, hein, clairement. Il a fait perdre la partie. En tout cas, j'écoute. Sais-tu qu'il est dans ton équipe, tu l'aimes, il n'est pas dans ton équipe, tu ne l'aimes pas? Je le sais pas. Là, moi, il serait dans mon équipe, je l'aimerais pas. Non, j'imagine qu'on dirait tout, sac-moi ça sur le banc. Mais au contraire, à Montréal, eux autres, ils n'ont jamais eu un goût dans leur équipe. Fait que là, ils sont tous contents parce qu'ils pètent la gueule à tout le monde. Mais s'il était bon. Puis tu sais, le fait que nous, d'accord, on est d'accord pour dire il a fait perdre le match à son équipe, mais aux yeux des journalistes puis aux yeux de Martin Saint-Louis, il s'en foutait parce que c'est une game hors concours. Je sais bien, mais ça arrive dans la saison aussi. Ouais. C'est ça qui est fou, c'est qu'il ne cible même pas le joueur en question, tu sais. Il aurait tenté ça sur Riley Craig, whatever, correct. Comme c'est dégueulasse, mais voilà, ça fait pas. Mais c'est même, il prend quelqu'un random, là, c'est. Donc, c'est là où je parle de l'intention. Ouais. Un, c'était pas un joueur au hasard. Ouais. Et deux, on sait très bien ce qu'il voulait faire. Eh oui. Bon. Puis, il y a eu, Riley Craig s'est battu. On a ni Brady, ni Timmy a fini la partie. On est-tu quitte? On est-tu comme à la récréation? Là? On se serre la main, puis on continue, puis on n'en parle plus. Là. C'était dans le sens où ça va-tu être le bordel encore la semaine prochaine, chaque fois que Greg va toucher la rondelle, là, en fin de semaine? Tu sais, au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'avant qu'ils rejouent ensemble. Ah non, attends, ils jouent encore samedi, puis samedi. C'est ça que je veux dire. Oui. Puis la deuxième match de la saison, c'est contre eux autres. Exact. Fait que ça reste à voir, mais j'espère qu'on peut passer à autre chose. Mais Marc Denis, il a dit quelque chose qui avait bien du sens, puis je vais relater les faits. Il a dit, tu sais, au final, toute cette mascarade à Atlas qu'il y a eu contre le Canadien, qui paye pour ça? C'est le client qui est les spectateurs. Pendant que Xhekaj fait un coup qui n'a pas de bon sens, pendant qu'il y a des bagarres, puis il n'y a pas de jeu, ben on voit pas ça Atlas Tim Stutzler, on voit pas Ketchuk, on voit pas les meilleurs joueurs parce que ils sont pris sur le banc parce que ça se tapoche, puis c'est ça. On va les voir de moins en moins des matchs hors concours parce que les équipes vont vouloir éviter ça. Ouais, c'est ça. Dernier sujet que j'aimerais apporter, qui est-ce que vous voyez sur la 4e ligne? Surtout au centre. Qui s'est gagné une job, là? Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ça change à chaque match. Hein? Ouais. Moi, j'ai gagé 2 piastres, pas beaucoup, sur Adam Gaudette. Écoute, c'est lui ou Yannick, tant qu'à moi, là? Ouais. Mais attends un peu. Là, si tu composes ton 4e trio, c'est qui, là? Pascal? Je mets McEwen et Gaudette. McEwen est là? Ouais. OK. Ouais. On n'est pas d'accord. Ouais. Parce qu'ils ont joué ensemble déjà à Vancouver, ils se connaissent bien, ces deux. Puis ils ont joué les deux pour Green dans le passé. Ouais. Donc, la connexion est là. Fait que t'as Gaudette, McEwen, lui à gauche, c'est qui? C'est Gregor. Fait que ton Yannick n'est pas là. Non, Yannick n'est pas là. Puis Yannick, si je le mets pas là, je le perds parce qu'il a assez bien joué. Il doit passer vers le balotage, puis quelqu'un va le ramasser. OK. Fait que moi, c'est ce que je pense qui va arriver. Parce que Gaudette, écoute, il a du talent, ce gars-là, tabarouette. Vous avez vu son but hier. Premier marqueur dans la Ligue américaine l'année passée. Il a gagné le Hobie Baker. On le sait que le talent, il a le talent offensif. Ouais. Défensif, my God, c'est difficile. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est avec ta 4e ligne. Je le sais. C'est le bout qui marche pas dans mon évaluation, mais je pense qu'à cause de la connexion avec Green qui va commencer l'année. Et là, on parle pas de qui on parle va commencer l'année, c'est plus qui tu voudrais. C'est ça la question. Ouais, c'est ça. Qui on pense t'as même pas non plus Nick Cousin. Nick Cousin n'est pas là. Nick Cousin, il est sur... Parce que là, Mario, il est probablement son 3e trio avec Perron puis Greg ou Pinto. Pinto, c'est ça. Puis après ça, à 2, t'as... Bon, on parle-tu des lignes, là, vite, là? On mettait Ketchuk, Stutzler, Giroux, première ligne. C'est beau. Perron, Norris, Batterson. Ouais.
Greg, Pinto, Amalio. Ouais. Puis là, c'est là. C'est là que c'est là. Cruikshank, Cousins, Gregor. Ça ressemblait à ça au début quand on regardait les lignes. Ouais. Puis ça va être un ramassis de tous les noms qu'on vient de nommer qui va faire. Je vois pas le comment quatrième Cousins ne trio. fait pas l'équipe. Il y a ça, par exemple. Je vois pas comment il fait pas l'équipe. Je pense que Noah Gregor aussi est un excellent joueur de hockey, un excellent patineur. Puis je pense qu'un 4e trio, il vient ajouter beaucoup de vitesse et de mobilité. Ouais. Puis Godette joue à l'aile aussi, je pense, par exemple. Ben, tu peux les switch qui est à droite, mais tu peux pas mettre Adam Godette sur ton 4e trio parce que oui, il y a du talent, mais je veux dire, avec la peau, tu sais, le 4e trio, je pense que t'es censé avoir des gens qui sont capables de patiner, qui sont rapides, mais c'est surtout au niveau défensif que t'as pas à t'inquiéter. Avec Adam Godette. Mais c'est le fun aussi d'avoir de la production de ton 4e 100%. des fois. 100%. Je trouve que ça amène une touche qui est un peu différente des 4e trios. Ouais, mais t'en as-tu besoin quand tes 3 premiers trios, tu sais, qu'ils vont être capables de produire, tu sais? Peut-être pas, mais on sait que une saison, c'est long. Oui, et que chaque ligne, connaît ses difficultés. En tout cas. Mais écoute, lui, par exemple, tu peux le retourner en bas sans aucun problème. Fait que c'est peut-être ce qui va faire qu'au bout du compte, il va commencer en bas parce que ça facilite la vie à tout le monde. Fait que c'est quoi, vous autres, votre 3e ligne, votre 4e ligne? Parce que dans ce lot-là, on pourrait rajouter dans le moule Ostapchuk aussi, qui est très bien fait. Là. Oui. Au moins pour moi, ouais. Mais Ostapchuk avant Cruikshank. Selon moi, d'après moi, à cause de son âge, il va retourner à Belleville, mais... malheureusement. Ouais. Non. Pour moi, c'est Gregor, Cousin, puis Yannick qui commence la saison à Ottawa. Ouais, moi aussi. McEwen, qui est le 13e attaquant. Puis t'as Godette qui retourne à Belleville. Ouais. Selon moi aussi, c'est la même chose. Personne à ça? Ouais, j'aurais aimé ça. Je pense que Zach Ostapchuk mérite de faire l'équipe. Je trouve que c'est un excellent joueur de hockey. Ça va être un bon call-up. Ça va être un excellent call-up. Effectivement. Ouais. On manque pas de bons call-up parce que si Godette est à Belleville, Ostapchuk est à Belleville, Cruikshank est à Belleville, je pense que c'est des très bons call-up. C'est juste que ce qui m'attriste un peu, c'est que c'est tous des jeunes qui, à 2-3 ans, on se disait, ils vont pouvoir se battre pour une place dans le top 6. Ouais. Non, seulement que c'est pas du tout ça. Mais tous les joueurs qu'on n'a pas re-signés cet été, qui sont allés dans d'autres équipes, que nous, on leur attribuait une certaine valeur, ils ont, pour la majorité, tous été soumis au ballottage par les équipes respectives qu'ils ont signées. Et la grande majorité, là. Fait que... ça n'en dit long. Ça en dit malheureusement très long. On se fait prendre un peu au jeu parce que c'est les gars que l'organisation nous montre, nous présente, mais ça en dit long sur leur évaluation. Exact. Moi, je prends pas le blanc. Je mets tout le blanc à l'organisation. Il n'est pas question que je prenne du blanc. Moi, j'ai quand même beaucoup d'incertitudes par rapport à cette 2e ligne encore. Hein. Je suis pas rassuré. J'ai pas trouvé Batterson excellent dans cette pré-saison, justement. Norris, on n'a quasi pas vu grand-chose. J'ai peur que si cette 2e ligne fonctionne pas, l'attaque va être pas pire limitée alors qu'on est censé être équipé à ce niveau-là. Là. Ouais. Crainte très valide en passant. Ouais. Mais je pense pas qu'il faut se fier au match hors concours pour faire notre évaluation de ces lignes-là, à date, là. Parce qu'il n'y a pas un joueur, et je pense que le seul du top 6 qui est ressorti un peu, c'est Stutz-là avec son but contre Pittsburgh. Là. Ouais. Sinon, on n'a pas vu grand-chose là, de personne du top 6. Là. Contrairement à Pittsburgh, que c'est Malkin et Crosby qui nous ont complètement démolis. Le point que David amène, là, en pré-saison, on ne les a pas vus, ils n'ont pas fait grand-chose, OK. Mais en saison régulière, puis on a déjà discuté, là, on n'a pas le temps là, que ça leur prenne 10 matchs là, à partir. Là. Non! Ça part en partant. Face-off, première. Oui. C'est ça qui est inquiétant. Vous êtes là depuis longtemps, vous avez eu 72 matchs hors concours, vous avez tout ce que vous avez eu besoin, vous avez soigné tous les bobos que vous avez. Ça commence le 10 octobre. Tout à fait. Yes. Contre la Floride. Fait que je pense que les boys, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. David, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va se laisser avec la fameuse capsule. Donc, encore une fois, changez pas de poste. Restez bien branchés sur la radio FM. La Brigade FM. Après la pause, on fait tirer un T-shirt. Malade. De Koulemi. Donc, on vous laisse avec la capsule à David.
Suivez ça sur les médias sociaux un peu partout, en savoir un peu plus sur les fameuses, entre autres, les fameuses Coupes Stanley des sénateurs. Tout le monde nous dit, ils ont gagné combien de Coupes Stanley, les sénateurs? Et la réponse est 11, évidemment. Et voilà. Là, on chiffre 11 tout le temps. Hein? Tout le temps, le chiffre 11, ça revient tout le temps. C'est le destin. C'est le destin. Daniel Alfredson et d'Amélie Poulain, les deux. Là, c'est une référence trop vieille pour vous autres. Là. Amélie Poulain? Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est peut-être trop français. C'est peut-être trop français, mais bah, c'est... tout le monde connaît. Quelles années? Oui. Ça date de quand? Je pense que c'est début 2000, Amélie Poulain. C'est pas si vieux que ça. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est comme... c'est pas un téléroman, ça? Non, c'est un film français. Ah, c'est un film français. Ah, c'est un film français. Oui. Mais notamment très connu pour sa bande-son, justement. Je pense que si vous jouez la bande-son, vous allez connaître, c'est sûr. Wow, ça a des sacrés... Ah, ça a sorti en 2001. Fait que... Ouais. Non, c'est excellent. C'est un excellent film. Puis, gars, moi, je sors une référence comme ça donne que c'est un film français. C'est comme ça que mon cerveau marche, moi. C'est même pas moi qui décide, ça me sort tout C'est joué dans ton inconscient. C'est comme un génie, puis tu le sais pas, Pascal. Ouais, dites-moi-les, parce que je vais essayer de monétiser ça. On monétise pas beaucoup le podcast, mais peut-être je peux monétiser mes références des années 90. Seigneur. Donc, c'était La Brigade, le seul podcast en français à propos des sénateurs d'Ottawa dans la région d'Ottawa-Gatineau. Messieurs, est-ce qu'on a un mot de la fin? Fébrilité? Fébrilité. Bagarre. Bagarre, sang, violence. Dans le sang. Tiens, dans le sang, écrivez-le comme vous voulez. Vive les Bleus. Tiens, je le dis pas souvent, mais voilà. Good. Allez, les Bleus! À la semaine prochaine. Montréal, Chicago, Boston, Détroit, New York et Toronto, on dit souvent de ces équipes qu'elles sont les originales de la LNH. Mais saviez-vous que ce n'est pas tout à fait exact d'affirmer cela? Tout commence en février 1917, à la fin de la 8e et dernière saison de la ANH. L'une des 6 équipes de la Ligue, les Northern Fusiliers, l'équipe militaire du 228e bataillon de Toronto, sont envoyées pour combattre sur le front en Europe. C'est alors que les propriétaires de 4 équipes se rencontrent secrètement à l'hôtel Windsor de Montréal. Le seul qui n'est pas convié à cette réunion, c'est Eddie Livingstone, lui qui possède les Blue Shirts de Toronto. Excédés par des différends avec ce dernier, les propriétaires des équipes décident de créer une nouvelle ligue. C'est comme cela que la LNH voit le jour avec ses 4 équipes originales. Les Canadiens de Montréal, les Montreal Wanderers, le Club athlétique de Québec, aussi appelé les Bulldogs de Québec, et les Sénateurs d'Ottawa. Malheureusement, à cause de difficultés financières, les Bulldogs de Québec doivent prendre une pause de 2 ans. Les propriétaires décident donc de placer une nouvelle équipe à Toronto. Le Toronto Hockey Club est créé. Ils seront d'ailleurs les premiers vainqueurs de la Coupe Stanley dans l'histoire de la LNH. C'est seulement en 1924 que Boston intégrera la Ligue nationale, rejoint par Détroit, Chicago et New York en 1926. Finalement, on pourrait presque dire que Montréal, Toronto et Ottawa avec 58 ans d'inactivité sont les équipes originales de la LNH.